La santé n'est pas seulement l'absence de maladie, mais un état de bien-être complet, physique, mental et social, disait l'Organisation mondiale de la santé. Et pour atteindre ce bien-être, il faut plus que des soins. Il faut du respect, de la confiance et une réelle humanisation de la relation entre soignants et patients. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission spéciale santé sur Culture TV. Pour ce numéro, nous revenons sur un événement majeur pour notre système de santé, l'adoption de la Charte des droits et devoirs des patients au Bénin. Une initiative rendue publique par un lancement officiel le mardi 23 septembre 2025 à Cotonou. Ce document de référence consacre 16 droits fondamentaux tels que le droit à l'information, au consentement éclairé, à la confidentialité ou encore au respect de la dignité humaine. Mais aussi 7 devoirs essentiels qui rappellent aussi aux patients leur rôle actif et responsable dans le processus de santé. C'est une avancée historique qui vise à rééquilibrer la relation entre le soignant et le soigné, à renforcer la qualité des services et instaurer une véritable culture du respect dans nos hôpitaux ainsi que dans les centres de santé. Pour en parler, nous recevons une femme engagée, reconnue pour son leadership et son humanité. Il s'agit bien sûr de Madame Annick Nonohou Agani, et sage-femme, juriste, chercheur, spécialiste en droits humains, experte en protection des droits des patients, présidente du réseau des soignants, amie des patients. Eh bien, bonjour à vous, madame. Bonjour, madame la journaliste. Un plaisir pour moi de vous recevoir. Bien sûr, le plaisir est partagé. Merci, c'est gentil. Alors, pour ne pas trop faire attendre nos téléspectateurs, je commence en même temps par notre première question. Madame Agani, déjà, dites-nous, pour commencer, pouvez-vous nous rappeler le contexte dans lequel s'inscrit l'élaboration de cette charte des droits et devoirs des patients? Oui, madame la journaliste, vous savez très bien qu'en milieu sanitaire, Oui. Avant l'avènement du gouvernement du président Patrice Talon, il y avait tellement de violence, il y avait un non-respect des droits humains, il y avait un non-respect des droits des patients. Chacun faisait à sa tête. Du coup, avec l'arrivée du président, il a décidé de faire des réformes au niveau du système de santé béninois. Et dans le cadre de ces réformes, il a été précisé qu'il fallait déployer des stratégies pour pouvoir réduire l'insécurité au niveau des soins. Donc, ce qui a suscité le déploiement sur tout le territoire national de la sécurité des patients. Et vous savez très bien qu'on ne pourrait pas parler de sécurité des patients sans respecter les droits et devoirs. Mais si on se réfère au curricula de formation ou si on s'intéresse au niveau de connaissance des bénéficiaires de soins, c'est que ces droits et devoirs sont méconnus, disons, des différents acteurs du système de santé. Donc du coup, pour remédier à cet obstacle majeur, il a été alors décidé d'élaborer la charte des droits et devoirs des patients. Avec cette charte, chacun saura jouer sa partition et on pourrait respecter les droits et devoirs désormais lors de l'offre des soins ou services. D'accord, donc c'était au vu des plaintes qui étaient vraiment nécessaires alors d'élaborer alors cette charte des droits et devoirs. Alors, et cette charte reconnaît notamment le droit au consentement libre et éclairé. Pouvez-vous nous donner un exemple concret où ce droit est souvent négligé dans les centres? Effectivement, le patient a droit à un consentement libre, éclairé et même renouvelé selon la nouvelle charte des droits et devoirs des patients du Bénin. Et si vous demandez dans quel domaine ce droit a été fréquemment négligé, en tant que sage-femme activiste défenseur des droits humains, je ne vous donnerai pas qu'un exemple, je vais donner quelques exemples, mais liés au domaine obstétrical. Et déjà, si je prends le premier exemple qui blesse au niveau de la salle de naissance, vous allez constater que si on se réfère aux recommandations de l'OMS, le conjoint qui a enceinté sa femme a le droit d'accès en salle de naissance
en salle de travail pour porter assistance à sa femme qui est en travail. Et en Afrique et particulièrement au Bénin, vous allez constater qu'on chasse les conjoints sous les poignets au dehors et on dit en vernaculaire, son nombiofia. Tout à fait. Cela voudra dire en français que l'homme ne doit pas rentrer en salle d'accouchement. Ouais. La question se pose alors de savoir quelle est cette intimité qu'on est en train de cacher à celui qui enceinte sa propre femme à la maison. Belle question. Donc, effectivement. Donc, du coup, si je me base sur ce droit, qui est le droit au consentement libre, éclairé, renouvelé, c'est que si la parturiente qui est en travail, déjà dès le début de sa consultation, précise à l'agent de santé qu'elle souhaiterait que son conjoint l'assiste, étant donné que c'est une recommandation pour une expérience positive de l'accouchement, il revient à l'accoucheur de respecter qu'il soit gynécologue, obstétricien ou sage-femme. Je vais bien au-delà. Vous allez constater aussi que quand la femme voudrait accoucher en Afrique ou au Bénin, on la met systématiquement en position gynécologique, qui est une position dangereuse, qui est une violence obstétricale, qui est une position qui est proscrite. Mais jusqu'à présent, si vous rencontrez 10 femmes qui accouchent, il y a au moins 9 qui adoptent cette position. Donc du coup, avec ce droit, la parturiente, si déjà au cours de sa grossesse ou même avant sa grossesse, elle a eu la chance d'être sensibilisée sur le fait qu'elle pourrait choisir des positions libres d'accouchement, c'est qu'en voulant donner son consentement, elle dirait à l'accoucheur, moi je ne voudrais pas adopter la position gynécologique parce qu'elle est dangereuse, je préfère accoucher en position libre et là, mon accouchement sera heureux, je n'aurai pas beaucoup de complications. Quand on va au-delà, lorsque nous prenons l'acte médical que nous appelons fréquemment l'épisiotomie, c'est-à-dire le fait de sectionner le périnée. Quand la femme veut accoucher, vous allez apprendre que les sages-femmes ou les gynécos disent « Ah madame, si vous ne poussez pas, moi je vais vous couper ». Or, l'épisiotomie est une violence obstétricale. L'épisiotomie est douloureuse et l'épisiotomie est inutile selon les recherches scientifiques. Pourquoi continuer à couper le périnée de la femme? Or, dans le contexte que nous sommes, quand nous prenons le droit au consentement libre, éclairé, on ne demande pas, pendant qu'on veut couper le sein de la femme, c'est son sexe, c'est sur son corps. Mais ni la sage-femme, ni le gynéco ne lui dit « je veux te couper ». On ne demande pas son consentement. On prend la paire de ciseaux et puis vlan, on coupe son sexe. Ce qui est une atteinte à la dignité, qui est une atteinte physique. Psychologiquement, il y a tellement de choses. Je ne veux même pas aller en détail compte tenu du temps qui nous a affectés. Mais le vrai problème, c'est quoi? Vous ne pouvez pas aller chez quelqu'un, prendre son tissu, prendre son matériel et couper sans demander sa permission. Mais quand on vient à savoir que le sexe de la femme est chosifié au point où chacun peut se lever, couper ce sexe sans pouvoir demander même la permission à celle qui a son sexe, vous voyez que ça pose problème. Donc si nous prenons l'achat des droits et devoirs des patients, précisément le droit au consentement, il a été dit que par rapport à tout acte médical, il faut demander le consentement, l'obtenir avant d'agir. Donc avec cette charte, avec ce droit, on donne de la force à toutes ces parturientes qui étaient souvent victimes de l'acte obstétrical. Donc du coup maintenant avec ce droit, la patiente peut dire moi je ne voudrais pas qu'on coupe mon sexe, je préfère qu'on utilise les méthodes alternatives. Et ces méthodes alternatives existent. Je profite pour donner quelques exemples parce que lors de nos formations, on nous forme sur l'épisiotomie sans pouvoir nous apprendre les pratiques alternatives qu'on pourrait utiliser. Donc si je viens sur votre plateau et que je n'explique pas ces pratiques, mes collègues ne seront pas d'accord parce qu'elles vont dire elle est sage-femme, elle sait ce qui se passe, pourquoi elle va nous exposer? Rien qu'apprendre le massage périnéal à partir de 4 mois et demi de grossesse. Si la femme enceinte, on lui apprend à faire le massage périnéal avec le ballon prénatal, avec son mari, il y a des mouvements qu'on fait, ce qui fait que le périnée devient bien souple. Si je prends l'exemple de la sexualité thérapeutique, nous savons très bien que le sperme est riche en prostaglandine naturelle. Les suppositoires que nous prescrivons pour préparer le col à l'accouchement, ces suppositoires contiennent des prostaglandines pas naturelles. Donc du coup, ces suppos ont des effets secondaires comme l'hémorragie et d'autres choses.
Et si on apprend au couple que rien qu'en utilisant les rapports sexuels, on pourrait réduire le temps d'accouchement de moitié, la durée du travail d'accouchement de moitié, ils vont s'y prêter volontiers. Donc du coup, quand la femme connaît les alternatives, c'est qu'elle va dire à l'accoucheur, moi je ne souhaiterais pas qu'on me fasse l'épisiotomie lors de l'accouchement. Donc à partir de maintenant, étant donné que je suis déjà à 4 mois et demi, 5 mois de grossesse, montrez-moi toutes les autres alternatives obstétricales que je pourrais mettre en œuvre pour qu'au moment de l'accouchement, j'accouche en position libre. Je vais m'en arrêter là pour ne pas prendre trop de temps. En même temps, les agents de santé vous diront, mais il y avait urgence d'agir. Pourquoi prendre le temps de demander la permission, de l'accorder et tout ça alors qu'il y avait urgence d'agir en ce moment? On prétexte d'une urgence d'agir. Oui. C'est vrai. Les tests réglementaires sont là. Ce ne serait pas du jour au lendemain que les choses vont changer. Mais en tant que sage-femme ou gynécologue, la femme a eu 9 mois ou peut-être 8 mois et quelques. De toute façon, on va me dire, il y en a qui accouchent avant 9 mois de grossesse. Mais de toutes les manières, il y a eu des mois pour qu'on puisse parvenir à la fin de la grossesse pour penser à faire un accouchement. Pourquoi déjà en amont ne pas respecter les recommandations de l'OMS pour une expérience positive de l'accouchement? L'OMS dit qu'il faut faire les classes des mères, qu'il faut faire les classes des gestantes, qu'il faut faire les classes des conjoints, qu'il faut faire la préparation à la naissance, à la parentalité, l'éducation prénatale naturelle, afin qu'au moment où la femme va entrer en travail, que personne ne soit surprise. Donc si nous ne jouons pas notre rôle au début, qu'on ne vienne pas dire que c'est à cause de l'urgence qu'on se jette sur une femme et qu'on coupe son sexe, soit disant que c'est urgent. On dit que c'est une violence obstétricale, il faut la bannir. Il faut la bannir, eh bien. Et à part en même temps ce droit qui intervient dans la charte, est-ce qu'il y a encore d'autres points clés qu'il faudra aborder avant de poursuivre, bien sûr avant de poursuivre, madame la journaliste, je vais faire très rapidement le lien avec le droit à la gestion, déjà à la prévention, à la gestion de la douleur. Étant donné que je suis sage-femme, que les téléspectateurs ne se fâchent pas, je voudrais me concentrer dans mon domaine. Parce que c'est là où il y a tellement d'abus, tellement de violences qui sont méconnues du grand public et qui sont aussi méconnues des collègues qui n'ont pas eu de formation en dehors du pays. Donc, quand nous prenons la gestion de la douleur, les quelques exemples que je viens de donner, ça permet d'atténuer la douleur. Et quand je vais plus loin, si je prends simplement le bain de dilatation, le bain de dilatation, c'est quoi? C'est que quand tu viens accoucher, il devait avoir des baignoires obstétricales. Dans ces baignoires, il faut mettre de l'eau tiédie. Et la femme qui est en travail rentre à l'intérieur de la baignoire. Si elle veut, elle peut être en compagnie de son conjoint dans la baignoire comme à l'extérieur de la baignoire. L'un dans l'autre, le conjoint doit être présent. Et il a été démontré scientifiquement que quand la femme est immergée dans l'eau tiédie, elle ne ressent pas la douleur. Le périnée s'assouplit, le travail s'accélère. Elle accouche rapidement. Mais il n'y a pas de baignoire souvent dans les maternités africaines. Et ne parlons même pas de mon pays. C'est vrai que en tant que coordonnatrice de l'initiative sapienne de réduction des violences obstétricales en Afrique francophone, j'ai eu à faire des tournées depuis entre 2018 et 2022. Et j'ai partagé des informations avec les points focaux des autres pays qui ont eu à faire des initiatives personnelles. Ce qui fait que quand nous prenons des pays comme le Burkina Faso, nous prenons des pays comme la Côte d'Ivoire, le Gabon, il y a eu des initiatives où des sages-femmes se sont débrouillées pour avoir des baignoires et appliquent à la lettre ces recommandations de l'OMS. Mais au Bénin, il n'y a pas encore une clinique qui dispose de baignoires. Ne parlons même pas des établissements de santé publique. Donc, je fais rapidement ce lien pour montrer que la Charte des droits et devoirs est un puissant outil qui permet non seulement à la parturiente d'exiger le respect de ses droits, mais aussi à cette parturiente de respecter ses obligations. Quand nous allons venir dans le domaine des devoirs, je vais vous expliquer quelques devoirs aussi de l'autre côté. Donc, les soignants ne pensent pas qu'ils sont lésés. Et je devais mettre aussi l'accent sur le fait que, je dois mettre l'accent sur le fait que il ne faudrait pas qu'on pense que le soignant est supérieur au patient. Aujourd'hui, je peux être soignant et dans la même journée, je peux devenir patiente. Et si je suis femme, j'ai eu des enfants. On a des collègues aussi qui meurent en donnant la vie. Donc, du coup, changer de position, c'est très rapide.
Donc, il ne faudrait pas qu'on pense que ce que le gouvernement a mis en place, c'est pour torpiller les agents de santé. Non, c'est pour le bien de tous, c'est pour la protection des droits humains en milieu sanitaire. D'accord, alors dites-nous alors quelles sont les mesures qui sont prises pour vraiment sensibiliser sur cette charte. Parce qu'en réalité, c'est vrai de sortir un document, mais derrière, est-ce que les acteurs, les personnes concernées sont vraiment informées de ce qui les concerne? Avant de parler des mesures, je voudrais profiter de votre plateau pour dire un grand merci à l'ARS, aux agents de l'ARS et particulièrement au président. De même à l'endroit du directeur exécutif d'Amnesty International et de ses collaborateurs. Sans eux, on n'en serait pas là en train de parler de la charte des droits et devoirs des patients. Donc, par rapport aux différentes mesures, je dirais que j'ai eu la chance de participer à plusieurs activités préalables à grand propos durant l'année 2024 et nous avons eu même à faire aussi d'autres activités en mars 2025. Pour faire court, c'est que toutes les dispositions ont été prises par le gouvernement et par les acteurs, les différents acteurs impliqués, parce que non seulement il y a l'ARS, il y a Amnesty International qui pilote l'activité, mais ils ont eu à impliquer beaucoup d'organisations comment appelle-t-on, d'organisations de défense des droits humains, beaucoup d'autres ONG et autres qui interviennent dans le domaine de la santé. Et ce travail nous a permis de savoir quand même que d'ici à là, il y a un plan de diffusion d'informations, il y a un plan de vulgarisation, il y aura des formations tant à l'endroit des professionnels de santé que des bénéficiaires. Et je dirais même que ça a déjà commencé parce que il y a de cela, je pense une semaine, et je n'ai pas retenu la date, il semble que c'est le 27. Le 27 dernier, j'ai participé à une interview avec une journaliste de la SRTB qui était venue me poser des questions sur la charte des droits et devoirs des patients. Et à travers elle, j'avais su qu'il y a quand même eu des sessions de formation au niveau des cliniques privées. Par rapport aux établissements publics, je n'ai pas été trop impliquée, mais je sais qu'il y a aussi des formations en cours. Du coup, il y aura des émissions à la télé, des émissions à la radio, il y aura des dialogues communautaires. Il y a tellement de choses qui sont planifiées et qui seront déroulées jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'à la fin de l'année, c'est bien de savoir que j'ai des droits, mais en même temps, j'ai aussi des obligations. Bien sûr. Et pour ne pas dire les devoirs. En termes de devoirs, la charte prévoit 7. Par rapport aux droits, il y a une grande différence. Est-ce que les agents de santé ne vont pas se dire, voilà, ils ont quand même donné la grande partie, mais nous, qu'est-ce que vous pensez alors de ces 7 devoirs en général? À ce niveau, vous avez fait une belle remarque. Déjà, j'irai dans l'historique des droits et devoirs des patients au Bénin, permettez-moi. En réalité, j'étais allée à un stage en 2012 au Maroc, en décembre 2012. Et là-bas, au cours de ce stage, l'un des axes développés, c'était la protection des droits et devoirs des patients. Et on a constaté avec nos collègues marocains, les sages-femmes marocaines, que le fait de tenter de respecter les droits et devoirs des patients a permis quand même à ce pays de réduire le taux de mortalité maternelle de moitié. Entre 2001 et 2011, ils sont passés de 225 décès pour 100 1920 à 111. Donc du coup, moi, ça m'a plu parce que j'étais déjà juriste avant de participer à ce stage. Du retour du Maroc, étant donné que j'étais à Omel, en temps maternité Lagune, au niveau du secteur de consultation prénatale, j'ai fait le plaidoyer et j'ai fait instaurer les 10 droits et devoirs des patients, avec l'appui bien sûr de la directrice de la DSME et du ministre de la Santé qui était là en ce moment. Et on a commencé la mise en place. C'est vrai, ça n'a pas été facile. La vulgarisation des 10 droits et devoirs se faisait systématiquement lors des causeries matinales et ça se faisait au cours de la CPN. Et je suis allé plus loin, on essayait d'agrafer dans les carnets de santé et on calculait les taux de vulgarisation et autres. Avec mon plaidoyer, toujours le ministère a accepté et on a impliqué la JICA et on a impliqué d'autres PTF que je ne veux pas citer ici. Finalement, les 10 droits et devoirs ont été intégrés
dans le dossier obstétrical. Donc, si vous faites le tour des maternités, qu'il s'agisse du public ou du privé, vous allez constater que la partie du dossier qui concerne les consultations prénatales, en haut, il y a les 10 droits et devoirs. En ce moment, c'était équilibré. Mais avec l'activité que nous avons eue à Grand Popo l'année dernière, on s'est basé sur la loi sur la protection de la santé des personnes en République du Bénin. Étant donné qu'on a une loi, on doit se référer à cette loi pour ressortir les droits et ressortir les devoirs. Donc, en faisant cet exercice, il y a beaucoup de nouveaux droits qui ont été pris en compte dans la loi. Du coup, il y a eu tellement de droits que nous avons identifiés et la validation, ce n'était pas à notre niveau. C'est l'ARS, Amnesty International et un autre comité technique qui s'en est occupé. Donc, de l'autre côté, ils ont essayé de réduire, mais ils ont trouvé quand même qu'il fallait maintenir les 16 droits. Et au niveau des devoirs, il y a des devoirs qui étaient éparpillés, qu'ils ont rassemblés ensemble, des devoirs qui avaient des liens. Donc, en se basant sur cette loi, les devoirs sont revenus à 7. L'un dans l'autre, je disais tout à l'heure qu'il s'agisse de soignants ou de patients, nous sommes tous des humains. Exactement. Et les positions s'interchangent. Donc, du coup, il ne faudrait pas qu'on s'inquiète. Chacun va jouer sa partition pour qu'on puisse atteindre l'objectif qui est d'améliorer la qualité des soins et d'améliorer la sécurité des patients en milieu de soins. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir connaissance de ces 7, vu que c'est pas beaucoup, je peux me permettre... Oui, si vous voulez, je pourrais les citer rapidement. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai gardé la charte. D'accord. Il y a 7 devoirs. Je peux tourner pour qu'on voit. Voilà déjà comment se présente la charte. D'accord. Et les devoirs sont dedans. Parlant de devoirs, le premier devoir, on a dit de fournir des informations exactes et complètes. D'accord. Et ça faisait partie des autres devoirs déjà. On a dit de respecter les prescriptions et les recommandations de son soignant. Son soignant. Ok. Adopter un comportement respectueux envers les professionnels de santé. D'accord. Respecter les règles établies dans les établissements de santé. Participer au coût des soins selon la réglementation en vigueur. C'est vrai qu'il y en a qui sont des pauvres, c'est pour ça qu'on a dit selon la réglementation en vigueur. Même s'ils ne peuvent pas payer leurs soins, peut-être pas des tiers, selon tout ce qu'il y a dans la réglementation, ça pourra se gérer. Oui. Être couvert par une assurance maladie obligatoire. Ça, c'est un nouveau devoir. Et nous devons insister sur ça. L'AMO. Être couvert par une assurance maladie obligatoire. Obligatoire. Alerter en cas d'anomalie ou de risque pour la santé publique. C'est toujours par rapport à la loi sur la santé et la loi sur la protection de la santé des personnes en République du Bénin qu'on a pu retirer tout ça. Bref, je viens de lire les 7 droits. Devoirs. Les 7 devoirs, bien sûr. Les 7 devoirs, toutes les excuses. Les 7 devoirs. Oui. Alors, pour poursuivre, comment les structures sanitaires sont-elles tenues responsables en cas de non-respect des droits et devoirs de ces patients? À ce niveau, j'aurais bien aimé répondre à la question, mais je préfère laisser aux spécialistes. D'accord. L'ARS va en parler. Je ne suis pas la personne... La mieux adaptée. La mieux adaptée. Compte tenu de ma position, le contexte, les gens n'ont pas encore digéré les droits et devoirs rapidement. Non. On parle de sanctions. Je ne veux pas parler de sanctions. Je ne suis pas là pour les sanctions. Je voudrais qu'ils comprennent. On est en train de ventiler l'information, qu'on s'adapte. L'un dans l'autre, nous devons savoir que nous avons l'obligation d'afficher ces droits partout. Il a été demandé à ce que les droits soient affichés en salle de consultation. Là où on se trouve, là où chacun se trouve, si on vient, on doit avoir quand même on doit savoir ou constater que les droits sont affichés. Ils auront le temps de le comprendre. Il y a des formations qui seront déroulées avec l'ARS, avec le ministère de la Santé, avec d'autres institutions. Et quand le SAP sera aussi sur le terrain, on va leur expliquer. Tout mettre ensemble ici, les gens ne vont pas digérer. Ce serait trop lourd pour eux. On n'est pas venu leur faire peur, mais on est venu les éclairer, leur dire que les choses ont changé positivement. Chacun doit prendre cette disposition pour ne pas tomber sous le coup de la loi. Parlant justement du RSAP Bénin, quel rôle compte-t-il jouer dans ce combat Déjà, madame la journaliste, je dois leur expliquer. Quand on dit RSAP, beaucoup ne comprennent pas. RSAP, c'est le réseau des soignants amis des patients. Un réseau que nous avons mis en place après le stage du Maroc. C'est un réseau qui se retrouve dans nos plans d'action, qui a été validé au Maroc, qu'on est venu présenter au ministère de la Santé, qui a été aussi validé. Parce que parfois, les gens se disent comment se fait-il qu'on est à la fois fonctionnaire, on est encore à la fois avec les associations, on ne comprend pas.
il y a des associations de professionnels de santé. Vous savez, il y a beaucoup d'associations de professionnels de santé. Mais par rapport au réseau des soignants amis des patients, comme le nom l'indique, c'est un réseau. Dans ce réseau, il y a plusieurs corporations qui travaillent ensemble pour le bien-être des patients. Nous avons le groupe de travail des médecins, le groupe de travail des sages-femmes, le groupe de travail des infirmiers, le groupe de travail des aides-soignants. Et par rapport à d'autres corporations qui ne font pas partie des soignants, étant donné que nous avons besoin de collaborer avec ces spécialités, c'est qu'il y a d'autres, on travaille avec les socio-anthropologues, les psychologues, les juristes, etc., etc. L'un dans l'autre, le réseau est là pour pouvoir accompagner le travail du gouvernement, le travail des organisations socio-professionnelles. Et nous, plus précisément, par rapport à notre objectif, c'est que nous contribuons à l'amélioration de la protection des droits humains en milieu sanitaire. Nous contribuons à l'humanisation des soins. Nous contribuons à l'amélioration progressive de la santé maternelle, néonatale, infantile et adolescente. Donc, quand c'est comme ça, nous ne pouvons pas être à l'écart. Et nous dirons que les Sapiens sont très joyeux actuellement. Parce que déjà seul, j'ai mené la lutte pendant 25 ans. Je suis sortie sage-femme depuis 99. Quart du siècle. Oui. Je suis sortie sage-femme depuis 99. Je suis devenue juriste en 2010. Parce que j'avais des difficultés à faire respecter les droits des patients. C'était une mission noble pour moi. Ça continue d'être une mission, une passion. Du coup, en créant le SAP en 2013, nous nous mettant ensemble, ce serait plus facile. Parce que seul face à tout le monde, c'était très difficile dans le contexte africain et dans le contexte béninois que vous savez très bien. Être à la fois agent de santé, fonctionnaire de l'État, venir critiquer les pratiques des sages-femmes et des médecins alors que tu fais partie de cette corporation, c'était difficile. Il fallait travailler en association. Actuellement, nous continuons d'accompagner beaucoup plus en milieu communautaire. Parce que dans la première phase, nous avons travaillé avec les agents de santé, mais le message ne passait pas. Les gens ne comprenaient pas pourquoi on est agent de santé, on doit protéger les patients, on doit dénoncer, on doit chercher à corriger. Et pour d'autres, c'est pour venir chercher de l'argent qu'on devient agent de santé. Or, c'est pas ça. Du coup, actuellement, étant donné que le gouvernement a pris le relais, l'ARS, Amnesty, tout le monde, tous les autres acteurs se sont associés avec l'élaboration de cette charte qui nous facilite la tâche sur le terrain. Parce que ça déblaye. Si vous n'êtes pas accepté, si on ne veut pas collaborer avec vous, parce qu'on ne veut pas entendre parler des droits des patients, maintenant qu'il y a le déploiement de la sécurité des patients, il y a obligation de respecter les droits et devoirs, c'est que nous sommes soulagés. Mais entre-temps, quand on avait des difficultés, nous sommes allés beaucoup plus en milieu communautaire parce que là-bas, nous sommes acceptés et écoutés. Vous savez, à l'entame, je disais que parlant de connaissance des droits et devoirs des patients, les soignants ne maîtrisaient pas, mais les bénéficiaires des soins n'en parlons plus. Donc, du coup, quand nous nous retrouvons dans les dialogues communautaires, dans les causeries communautaires et autres, les gens nous acceptent parce qu'ils veulent connaître leurs droits désormais pour qu'on ne les embête pas. Donc, on est beaucoup plus en milieu communautaire. On intervenait rarement en milieu sanitaire. On préfère agir en amont pour que la femme ne soit même pas violentée. Mais maintenant que c'est devenu officiel et qu'en milieu sanitaire, ça doit se faire, nous n'allons pas tenir compte de tout ce que nous avons subi comme mobbing, comme pression, oppression et autres. Nous sommes prêts à accompagner nos collègues. Donc, vous allez constater que beaucoup plus dans le privé, les gens nous sollicitent. Rarement aussi dans le public, les gens ont commencé à comprendre. Et dans les établissements, certains établissements publics nous sollicitent pour qu'on leur explique quelle est la chose. Le Béninois a tellement peur de droit, tellement peur de tout ce qui concerne la justice, qu'ils se disent, mais qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui veut tomber sur notre tête? Oh, c'est pas ça. En réalité, c'est des exigences légales et réglementaires qui existent ailleurs, qui permettent d'améliorer la qualité des soins. Mais maintenant, le Bénin emboîte le pas aux autres pays et voudrait faire la même chose. Donc, nous devons laisser l'émotionnel, voir la faisabilité, s'adapter, travailler de commun accord pour que la qualité des soins soit améliorée et que la sécurité des patients soit quand même effective en milieu sanitaire. En milieu sanitaire. Et en tant que coordonnatrice, vous coordonnez une initiative couvrant 10 pays africains. Oui. Comment le Bénin se positionne-t-il par rapport aux autres pays francophones en matière de respect et de promotion des droits?
Si nous voulons comparer les autres pays au Bénin, vous savez qu'on dit nul n'est prophète chez soi. Nul n'est prophète chez soi. C'était vraiment difficile pour moi de me faire écouter, de me faire entendre dans mon propre pays. Mais c'était pas gênant. Parce que au moins dans les autres pays, quand on nous dit allons, le besoin est là. Les gens en profitent. Et vous savez, le Béninois, il aime voir d'abord ailleurs avant de s'y mettre. Donc, nous quittons le Bénin pour aller former les collègues ailleurs. Et nos collègues béninois commencent à demander aux autres collègues comment vous faites pour arriver à ce niveau. Et c'est là on leur dit, c'est les R-Sapiens qui nous forment. C'est les membres du réseau des soignants amis des patients à travers les congrès des associations des sages-femmes ou les congrès des gynécologues obstétriciens font ci, font ça. Du coup, ce que je pourrais dire à ce niveau... Oui, en termes de comparaison. Non, bien sûr, en termes de comparaison, j'y viens. D'accord. C'est qu'en termes de comparaison dans le domaine obstétrical, le Bénin n'est pas bien positionné. Les autres pays ont fait beaucoup d'innovations. Mais là où ma joie devient immense, c'est que le fait que le gouvernement, à travers l'ARS et avec l'appui technique et financier d'Amnesty International, mise par rapport à l'effectivité de la sécurité des patients, à ce niveau, mon très cher pays passe premier. Parce que si nous prenons notre pays, nous avons des exigences légales. Si nous prenons la loi sur la protection de la santé des personnes, elle a été même améliorée par la suite. Actuellement, nous avons une charte des droits et devoirs des patients, ce que les autres pays n'ont pas encore de façon officielle. C'est vrai qu'il y a des hôpitaux qui sont modèles ailleurs, mais tel que ça se passe actuellement au Bénin, si nous voulons parler de la protection des droits des patients, le Bénin passe en premier. Mais si nous voulons aller dans l'effectivité de la protection des droits des patients par rapport au domaine des sages-femmes, nous avons encore à faire. Parce que quand on parle d'accouchement sans violence, nous n'avons pas encore un test réglementaire spécifique qui en parle, ni au plan légal, ni au plan réglementaire. On se comprend. Et étant donné qu'il n'y a pas ces tests, dans la pratique, personne ne cherche à fournir encore d'efforts dans ce domaine. Or, parallèlement, quand je prends les autres pays avec lesquels je travaille, même sans test, les gens se basent sur les recommandations de l'OMS. Je vous disais tantôt, nul n'est prophète chez soi. Alors, à demi-mot, on aurait compris votre message et déjà personnellement, lutter quand même un quart de siècle et aujourd'hui, voir quand même une partie de vos luttes se réaliser. Quel effet ça vous fait personnellement? Vous le constatez déjà, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre sur les autres plateaux, ils vont constater qu'aujourd'hui, je cherche les mots parce que je vis l'émission. Je suis tellement satisfaite. Je me dis, j'ai souffert pendant 25 ans, mais là, c'est la victoire, quoi. Et quand je prends la date du 25 septembre, vous savez, c'est la journée internationale du rêve. J'ai été invitée sur le plateau de la SRTB et on a fait une émission sur comment j'ai pu réaliser ce rêve pendant 25 ans. Pourquoi je n'étais pas fatiguée, pourquoi je n'avais pas abandonné, etc. Donc du coup, je sais entre cette émission et la vôtre, il y a eu beaucoup de sollicitations. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir de partager avec les autres ce qu'on a enduré dans l'ombre. Et quand ce pourquoi on a tant lutté, on a tout perdu. Mais par la grâce divine, on y arrive. Avec les mêmes personnes qui nous avaient combattus, ces personnes sont encore là et constatent qu'en réalité, on n'était pas encore on n'était pas en train de serrer. On n'était pas la folle entre griffes qu'on pensait. C'est qu'on avait compris plus tôt. 25 ans avant, on avait compris. Et là, je profite pour remercier le feu professeur Ali Honou. Parce qu'en deuxième année, en 1998, il est ce professeur gynécologue qui m'avait invité dans la salle rouge à l'INMES, m'avait remis assez de documents. Il était allé à un congrès au Brésil. Et dans les documents, il était précisé que tant qu'on ne va pas respecter les droits des patientes, les femmes vont toujours mourir en couche. Voilà. Du coup, moi, je me suis dit, je vais mener cette lutte. Et au-delà, les sages-femmes n'étaient pas acceptées. Les sages-femmes étaient suffisamment critiquées parce qu'on trouve qu'elles sont méchantes, elles sont ci, elles sont ça. Mais moi, en tant que sage-femme, je sais ce que nous vivons. Et sur le plateau, quand j'arrive,
C'est vrai, j'interviens en tant qu'activiste, mais je prends un moment pour expliquer au public que la sage-femme est doublement victime du système. Quand tu es sage-femme, tu subis les violences en tant que patiente, tu subis des violences en tant que prestataire, et la rivalité professionnelle fait que tes collègues ou tes supérieurs hiérarchiques, gynécologues, obstétriciens, ne voudraient pas que tu respectes les normes de l'OMS pour l'expérience positive de l'accouchement. Donc tu te trouves entre le fer et l'enclume. Et quand la population veut te critiquer, la population ne comprend pas les oppressions que subissent les sages-femmes en salle de naissance. Combien de sages-femmes béninoises n'ont pas envie de faire des accouchements humanisés? Combien de sages-femmes béninoises n'ont pas envie de faire d'accouchements sans violence? Mais quand on regarde, rien qu'à prendre mon exemple, je ne parlerai pas des autres. Je suis à la fois sage-femme, juriste, chercheur, activiste. Mais ça n'a pas empêché des médecins de m'opprimer jusqu'à présent. Les gens continuent de m'opprimer pour cette position que j'ai choisie, défendre le droit des femmes, défendre l'accouchement sans violence. Mais par la grâce divine, ça s'est imposé tout doucement. C'est vrai que ça a pris du temps. 25 ans, c'est pas facile. Je pouvais en mourir. Mais par la grâce divine, je vis encore. Et tous ceux là qui me combattaient sont là maintenant, sont devant, en train de promouvoir la chose. Pas encore par rapport à l'accouchement humanisé, mais tout au moins par rapport à la protection des droits et devoirs. Et j'ai espoir. Et je sais que Dieu m'accordera la longévité pour que je puisse dire un jour, je suis vivante et que désormais l'accouchement sans violence est une effectivité au Bénin. C'est ça, je prends ça positivement, je suis contente, je suis mélancolique au même moment, je pense à tout ce qui s'est passé juste là, tout ce qui pouvait se passer, mais par la grâce divine, je suis vivante, en forme, et ça continue, et la lutte continue, je ne suis pas découragée. Bien au contraire, je suis très motivée, et je sais que le Seigneur va me protéger, je n'aurai pas de problème pour la suite du combat. Et le Bénin sera repositionné même en matière d'accouchement sans violence. Parce que déjà, par rapport à la protection des droits des patients, grâce au président de la République, grâce au président de l'ARS et tous ses collaborateurs, et grâce à Amnesty International et aux autres organisations internationales qui travaillent dans l'ombre et qui disent souvent de ne pas les afficher, compte tenu de toutes les oppressions parallèles, je pense que les lignes vont bouger avant 2030. La revalorisation de la pratique sage-femme s'impose. Le soutien des sages-femmes en milieu sanitaire s'impose. La lutte contre le mobbing qui est fait aux sages-femmes humanistes doit continuer pour que le Bénin puisse dire nous sommes au rendez-vous par rapport à 2030. Parce qu'on a dit qu'il y a la vision 2030 de la pratique sage-femme. Nous devons faire des accouchements respectueux, des accouchements sans violence. Mais nous avons des responsables, des médecins responsables qui sont contre la chose et qui ne permettent pas aux sages-femmes qui sont responsables à différents niveaux ou qui font le mentorat clinique d'aborder cette thématique. Donc les PTF ne peuvent pas financer ces formations pour que les sages-femmes aient peur de former les nouvelles générations sur les bonnes pratiques. Qu'on veuille ou non, ça s'impose à nous. Ça s'impose. C'est pas Annick qui s'agitait, mais ce sont les recommandations de l'OMS, ce sont les recommandations de l'ICM. Et je bénis le Seigneur parce que récemment, avec la campagne Push for Rights, for Women, for Midwife, ICM, FIGO qui sous-entend Fédération internationale des gynécologues obstétriciens, et toutes les autres organisations se sont mis ensemble pour dire de façon collaborative, il faut qu'on défende les droits des femmes, des sages-femmes, des naissants et de tout le monde. Donc c'est une victoire et cette victoire continuera pour le bien-être de tous au Bénin. Et on le sent en même temps par votre sourire. Alors merci déjà pour ces précisions. En même temps, est-ce qu'on va dire que là c'était vos derniers mots ou à mes collègues sages-femmes, je dirais que je les déteste pas. Je les aime. Je les aime. La victoire à leur niveau sera pour bientôt. De toutes les manières, il y en a qui savent, il y en a qui ne savent pas encore. Les sages-femmes ne sont pas des agents paramédicaux. La profession de sage-femme est une profession médicale à responsabilité définie. Et la loi béninoise, la loi sur la protection de la santé des personnes en République du Bénin, reconnaît, a mis la profession sage-femme désormais au palier de la profession médicale. Pour le reste, je fais grâce au public. Dans les couloirs, on va en discuter.
Pas forcément. Peut-être qu'on peut revenir sur une deuxième émission pour en parler, pourquoi pas. Bon, une émission pour parler des sages-femmes, ça ferait plaisir. Ça permettrait aux jeunes sages-femmes de comprendre ce qui se passe et de savoir comment surmonter les difficultés, les obstacles, quels sont les défis et perspectives. Les anciennes sages-femmes ont la chance, elles sont en train d'aller à la retraite, n'ont pas eu de soucis. Mais les jeunes sages-femmes doivent comprendre qu'actuellement, avec la promotion des droits et devoirs, rien ne sera comme plus avant. Que chacun joue sa partition. Il y aura forcément un changement. Eh bien, infiniment merci à vous, Madame Magani, pour ce déplacement. Merci d'avoir été avec nous pour ces explications, ces précisions. Ça n'a pas été facile, mais vous avez quand même répondu présent. Ça m'a fait plaisir. Merci, Madame la journaliste, pour cette opportunité. Je vous en prie. Alors, pour cet échange explicatif et de sensibilisation surtout, qui nous a permis de mieux comprendre la portée et les implications de la Charte des droits et devoirs des patients au Bénin, vos clarifications apportées ont quand même contribué à renforcer la connaissance du public sur les 16 droits fondamentaux et les 7 devoirs essentiels qui encadrent désormais la relation entre patients et professionnels de santé. En résumé, cette charte des droits et devoirs des patients, c'est bien plus qu'un simple document. C'est tout simplement un nouveau souffle pour notre système de santé. Une invitation à soigner autrement, dans le visage humain. Exactement. Dans la confiance et la dignité. Alors, c'est sur ces mots que nous allons prendre congé en tant que patient ou professionnel de santé. Faites vivre cette charte au quotidien. Parce qu'une meilleure santé commence toujours par une meilleure relation humaine. Merci à vous de nous avoir suivis sur Culture TV. Restez connectés, restez bienveillants et surtout prenez soin de vous et des autres.